Chers élèves de seconde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc sur cette vidéo qui va nous permettre de poursuivre les cours malgré la situation actuelle. Donc cette vidéo va reprendre le début du chapitre 2 pour deux raisons. D'abord parce que je n'en suis pas au même niveau avec mes 6 classes et ensuite pour permettre même à ceux qui ont le plus avancé dans le chapitre avec moi de vérifier leur prise de notes et la qualité de leur prise de notes pendant les séances traditionnelles. Nous avions donc commencé un chapitre 2 sur la socialisation et nous avions retenu quelques problématiques à ce chapitre et quelques grandes questions qui allaient guider notre chapitre, à savoir comment devenons-nous des êtres sociaux, mais aussi de savoir ce qui va relever de l'inné, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'un être humain dispose à sa naissance et les compétences qu'il va développer par l'acquis, par un processus que nous allons donc étudier, la socialisation. Et une dernière question qu'on pouvait se poser, c'était comment on peut passer d'un état de naissance animale à un état social. Euh, pour vous faire découvrir ce concept de socialisation, j'avais mené avec vous une sensibilisation pendant laquelle j'avais tenu le mystère sur le terme de socialisation. Deux extraits vidéo d'un film, Victor l'enfant sauvage, et on voyait dans ces deux extraits vidéo, dans le premier du moins, on voyait un enfant qui était resté seul dans la nature pendant les 12 premières années de sa vie, autrement dit un enfant qui n'avait pas eu de contact avec d'autres êtres humains pendant les premiers instants de sa vie. Et on avait remarqué, on avait relevé une attitude assez étrange, du moins non conforme, de la part de cet enfant, un enfant qui se déplaçait à quatre pattes, qui ne savait pas parler, qui n'était pas réceptif au bruit. Et l'extrait portait sur le moment où il était découvert d'abord par des chasseurs dans les Pyrénées françaises et ensuite recueilli par des médecins qui l'accueillent d'abord dans un centre pour sourds et muets puisqu'ils le pensent sourd et muet. Et en fait, dans le deuxième extrait, ce qu'on voyait, c'est un des docteurs du premier extrait, le docteur Jean Ittard, pardon, qui recueille l'enfant et qui va tenter de lui transmettre des compétences et des savoir-faire qu'il considère essentiels pour un enfant de 12 ans. Donc on y voyait dans cet extrait un docteur qui essaie d'apprendre à parler à l'enfant, qui essaie de lui apprendre à marcher debout, à mettre le couvert, à se tenir correctement à table ou encore à se concentrer. Souvenez-vous de la scène où le docteur joue avec des gobelets, une bille cachée sous les gobelets, et Victor qui a du mal à se concentrer puisqu'un oiseau passe à ce moment-là dans la cour. Et en fait, on avait fini par dire à la fin de ces deux extraits que oui, le docteur est en train de lui transmettre des compétences, des savoir-faire sociaux, mais il est en fait surtout en train de le socialiser, c'est-à-dire donc de lui transmettre tout ce qui va être nécessaire à Victor pour s'intégrer dans la société humaine, et c'est ce que l'on appelle en sociologie le concept et le processus de socialisation. Je vous avais aussi spoilé la fin en vous disant que malgré de gros efforts de la part de Victor et du docteur Jean Ittard, jamais Victor ne parviendra à s'intégrer pleinement dans sa société et jamais il ne parviendra à tisser des relations aussi complexes et développées que nous en sommes capables. Donc pour réaliser ce chapitre, nous aurons deux grands temps, deux grandes parties. D'abord une partie 1 intitulée La socialisation, un processus qui implique de multiples acteurs. Et cette première partie va être divisée en deux sous-temps. Une première sous-partie qui va donc s'intituler La socialisation, une transmission tout au long de la vie de l'individu, et qui va nous permettre, cette sous-partie, de nous mettre au point sur cette nouvelle notion pour vous, élèves de seconde. Et donc pour commencer à étudier, pour commencer à défricher théoriquement cette notion de socialisation, nous avions commencé par l'étude d'un document qui nous permettait de commencer à définir ce terme-là. Donc je vous mets le document sur le diapo, je vous renverrai aussi en même temps par email le dossier complet du cours avec tous les documents si jamais vous avez besoin de les imprimer et de les coller dans votre prise de notes. De ce document, nous avions un questionnement qui était le suivant et auquel on va répondre avec cette vidéo. La première question de se demander à quel terme du langage courant peut-on associer le terme de socialisation. Je précise bien pour les groupes qui n'auraient pas effectué cette question-là qu'il ne s'agissait pas de trouver un synonyme parfait
au mot de socialisation, mais des mots que vous utilisez déjà et qui peuvent avoir un sens voisin, un sens proche du terme de socialisation. Alors dans les différents groupes, j'ai pu avoir différentes propositions et on en avait retenu quelques-unes, parmi lesquelles on avait pu retenir que socialisation était assez proche du terme éducation, assez proche du terme civilisation et assez proche du terme humanisation, mais encore une fois, je me répète, ces trois termes-là ne sont pas de parfaits synonymes du terme de socialisation. La question 2 portait sur quoi repose la socialisation de l'individu selon ce texte. Eh bien, selon ce texte, la socialisation repose d'abord et surtout sur la transmission de normes et de valeurs. Une transmission qui se fait par un individu qui serait déjà en partie socialisé et un individu qui serait en cours de socialisation. La question 3 vous demandez à présent de déterminer, de distinguer, de définir les notions de normes et de valeurs. Ce que l'on va retenir, c'est que la valeur est un principe moral qui va orienter nos comportements. Alors attention, dans ces définitions, tous les mots comptent. La valeur est donc un principe moral qui oriente nos comportements. C'est en fait un idéal que tout individu va chercher à atteindre, vers lequel on veut faire tendre notre comportement. Et pour chaque valeur, on précise qu'il existe nécessairement son opposé. S'il y a le bien, il y a le mal. S'il y a le beau, il y a le moche. S'il y a le juste, il y a l'injuste. S'il y a le solidaire, il y a l'égoïsme, et ainsi de suite. La valeur fonctionne par un couple d'opposés, toujours. Une norme, en revanche, n'est pas un principe moral, c'est une règle de conduite. Et elle ne fait pas qu'orienter un comportement, cette fois-ci, la norme est une règle de conduite qui va encadrer formellement notre conduite et nos comportements. Elle va nous dire très clairement, très explicitement, à l'inverse d'une valeur, elle va nous dire exactement ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit surtout pas faire. Donc ce qu'il faut bien retenir, pour que ce soit clair pour vous, en seconde, à la fin de ce chapitre, il faut que vous soyez capable d'associer le mot valeur à principe moral et le mot de norme à la notion de règle de conduite. Alors on va quand même développer un petit peu plus tout ça et on va s'attacher notamment à développer un petit peu plus la norme puisque ce n'est jamais aussi simple que ce que vous pensez. La norme, on va en distinguer deux formes différentes. La norme juridique, c'est celle à laquelle vous penseriez spontanément. C'est une norme qui a une existence formelle, une existence explicite. Elle est écrite, cette norme juridique, et vous en connaissez déjà plein. Vous connaissez le règlement intérieur du lycée qui vous dit ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. C'est bien une règle juridique, et chaque règle juridique se voit associée à une sanction juridique. Si vous ne respectez pas un des articles du règlement intérieur du lycée, vous vous exposez à des sanctions de type heure de colle, exclusion du lycée temporaire, exclusion définitive. La norme juridique, c'est aussi toutes les lois que vous pouvez connaître sur le code de la route qui nous dit qu'il faut s'arrêter au feu rouge, ou le code civil qui interdit les atteintes au corps des individus et donc qui peut interdire le meurtre par exemple. Et si vous contrevenez à la loi, cette fois-ci c'est pas des heures de colle, c'est pas des exclusions du lycée, c'est plutôt le principe des amendes, des PV, mais aussi de la prison qui constitue la prison une forme d'exclusion similaire à l'exclusion du lycée. À côté de cette norme juridique, on a l'existence de plusieurs normes sociales. Là, c'est une règle qui va dicter le comportement sans être nécessairement écrite. D'accord ? Une norme sociale n'est pas nécessairement écrite et elle est même caractérisée par une certaine oralité. La norme sociale a une dimension orale. C'est pour ça que je vous dis dans la définition sur le diapo qu'elle tient de l'informel, du non-dit, du non-écrit, pardon, mais d'une règle prégnante dans la société. Prégnantes parce qu'elles sont aussi très contraignantes, elles nous disent ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. On peut prendre l'exemple du jour où des fois où vous allez à la boulangerie, vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer dans la boulangerie, de regarder la boulangère droit dans les yeux et de lui dire une chocolatine et de partir sans avoir rien dit d'autre que une chocolatine. Non, vous êtes contraint socialement à dire bonjour, une chocolatine s'il vous plaît, merci, au revoir, bonne journée. Ce sont des obligations auxquelles vous devez vous tenir. Alors là, cette fois-ci, si vous ne respectez pas les normes sociales,
vous ne risquez pas d'aller en prison, d'avoir une amende, d'avoir des heures de colle. En revanche, vous vous exposez à ce que l'on appelle des sanctions sociales. Ça peut aller de la réprimande, de la remarque, ça peut passer aussi par de la violence verbale, par un regard désapprobateur, des fois même par de la violence physique. Si on reprend notre exemple où vous entrez dans une boulangerie et vous dites seulement une chocolatine, vous vous exposez à différentes sanctions possibles. Le vendeur, la vendeuse en boulangerie peut vous dire bah, bonjour d'abord, non? Ou être un petit peu plus cru dans ses propos pour vous faire remarquer que vous n'avez pas dit bonjour. Ou alors vous le faire remarquer par un comportement que vous allez trouver déplacé, par exemple prendre la chocolatine, la mettre de force dans un sachet et vous jeter le sachet devant vous sur le comptoir. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête, le fait qu'il existe deux normes différentes, la norme juridique et la norme sociale. Et enfin, dernière chose à savoir sur les normes, c'est que toute norme va trouver son fondement dans une valeur. Une norme n'existe que parce qu'elle correspond à une valeur. Pourquoi on dit bonjour quand vous entrez en classe? Pourquoi vous me dites bonjour quand vous entrez en classe? C'est parce que vous avez envie de faire tendre votre comportement vers un idéal qui est un idéal de respect. D'accord? Et donc on va voir, notamment dans le tableau qui suit, que chaque norme découle d'une valeur. Donc ça c'est le tableau que vous deviez compléter et en fait de dire si chaque proposition est davantage une norme ou plutôt une valeur. Et à chaque fois où c'est une norme, je vous ai indiqué dans une autre couleur en bleu quelle était la valeur ou les valeurs qui peuvent correspondre à cette norme-là. La première proposition, dire bonjour en entrant dans la boulangerie, c'est une norme, hein. Si on ne la respecte pas, on s'expose à une sanction sociale, on vient de le voir ensemble. Et pourquoi on dit bonjour en entrant dans une boulangerie? Tout simplement parce que cette norme dépend de la valeur de politesse, voire de respect. Le respect, justement, lui, c'est une valeur. Laisser son siège à une femme enceinte dans le bus, c'est une norme qui répond à une valeur de solidarité. Et là encore, si vous ne laissez pas votre siège à une femme enceinte dans le bus, vous pouvez vous exposer à des sanctions sociales, des remarques des autres passagers du bus, des remarques de la femme enceinte, des regards des approbateurs, une injonction peut-être même du conducteur de bus qui va vous dire, vous demander, comme vous êtes de jeunes individus en pleine santé, et de laisser votre place à la femme enceinte. Trier ses déchets, c'est une norme, hein. Si vous ne triez pas vos déchets, vous pouvez vous exposer à des sanctions sociales, voire dans certains cas à des sanctions juridiques, et ça relève de la valeur d'écologie et de solidarité. Pourquoi solidarité? Eh bien, si on trie nos déchets, c'est dans une optique de développement durable, et ce développement durable doit permettre aux générations futures de pouvoir accéder à tout un tas de choses auxquelles nous avons accès en ce moment. La solidarité, c'est une valeur. Aider un ou une camarade pour le devoir de la semaine prochaine, c'est une norme sociale. Si vous refusez l'aide à un de vos camarades, vous vous exposez à des sanctions. Il peut vous insulter, par exemple, ou vous promettre l'enfer, vous menacer, ou vous dire que plus jamais il ne vous parlera, ou que le jour où vous aurez besoin de lui ou d'elle, il ou elle ne vous aidera pas. De quelle valeur ça dépend? D'abord de la solidarité, puisque la proposition était basée sur le mot camarade. Si on remplace camarade par ami, dans ce cas-là, c'est davantage l'amitié. L'honnêteté est une valeur. Ne pas tricher un contrôle, c'est une norme, hein. Si vous contrevenez à cette norme, vous vous exposez à des sanctions qui peuvent être très fortes. Et cette norme répond à la valeur d'honnêteté. Ne pas couper la parole à quelqu'un qui parle, c'est une norme, hein. Si vous coupez la parole à vos parents, je pense que tentez-le, hein, pour voir, tentez l'expérience, vous allez vous exposer à des sanctions sociales. Et ça dépend de la valeur du respect. L'amitié est donc une valeur, et acheter un cadeau à son ou sa chérie pour la Saint-Valentin, c'est une norme sociale qui répond à une valeur d'amour et qui peut aussi répondre à l'instinct de survie, hein. Donc une fois que nous avions vu que la socialisation repose sur la transmission de normes et de valeurs, il nous manquait quand même beaucoup d'éléments pour bien définir ce mot-là, d'où l'existence de ce document 3 et du questionnement sur ce document 3. Et donc avec ce document 3, nous pouvions en question 1 situer le début et la fin de ce processus de socialisation. Et on va retenir en classe de seconde que la socialisation débute à la naissance de l'individu. Dès que l'individu naît, on commence à lui transmettre des normes, des valeurs, des manières de se tenir, des manières d'agir, des manières de se comporter, des manières de réagir aussi. Et ce processus de socialisation ne s'arrête jamais, il s'arrête en fait à la mort de l'individu. Alors j'avais pu évoquer avec différentes classes le fait que
cette notion de début à la naissance et de fin à la mort n'était pas nécessairement un consensus chez les sociologues. Certains considèrent que la socialisation peut débuter avant même la naissance, et d'autres vont considérer que la socialisation se poursuit légèrement après la mort de l'individu. Mais nous, pour faire simple, et pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps, on retient quelque chose qui semble être acceptable, que la socialisation débute à la naissance de l'individu et s'achève à la mort de ce dernier. La question 2 du document nous demandait de distinguer deux étapes de la socialisation et de savoir qui elle concerne. Là, on a des travaux de sociologues importants qui nous disent que la socialisation se décompose en deux temps, la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La socialisation primaire concerne l'enfant, donc de la naissance de l'individu jusqu'à la fin de son enfance, et la socialisation secondaire qui concerne l'adulte, jusqu'à sa mort. Alors là, les termes ont aussi un sens. Primaire, c'est parce que ça vient en premier, c'est le premier temps de socialisation, d'où ce nom de socialisation primaire. Mais ce nom de socialisation primaire tient aussi du fait que c'est le temps le plus important. Vous avez beaucoup de psychologues qui considèrent que énormément de choses sont fixées, énormément de compétences sociales, d'aptitudes sociales sont fixées avant les 6 ans de l'individu. Bon, nous on retient qu'il y a une socialisation primaire qui concerne l'enfant et une socialisation secondaire qui concerne l'adulte. Mais alors là, on se pose face à un problème de savoir quand est-ce que l'on devient adulte. On est en train de dire que la socialisation débute à la naissance, se termine à la mort, qu'au milieu, il y a un temps, c'est la fin de l'enfance, et que du début à la fin de l'enfance, c'est la socialisation primaire, et du début de l'âge adulte jusqu'à la mort de l'individu, c'est la socialisation secondaire. Mais comment situer précisément ce basculement entre socialisation primaire et socialisation secondaire? Eh bien, c'est un peu compliqué d'avoir un moment clé, un moment fort qui nous permettrait de basculer de l'un à l'autre des deux moments. Il semblerait même qu'il y ait un moment de notre vie où les deux socialisations se cumulent un petit peu, s'entrechoquent entre elles. D'abord, tout simplement parce que les notions de jeunesse et d'enfance ne sont pas des réalités biologiques, mais sont bien des constructions sociales qui n'ont pas existé en tout temps. Le concept même d'enfance est quelque chose d'assez neuf, d'assez récent, puisque dans les sociétés du Moyen-Âge, dans les sociétés de l'Ancien Régime, le terme d'enfance n'existait pas ou n'existait que très peu, et peu de droits étaient accordés à l'enfance. Dès que vous aviez l'âge, ou du moins l'apparence physique et les compétences physiques pour aller travailler, vous alliez travailler. Il n'y avait pas de droit à l'enfance, d'interdiction du travail des enfants, tout ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose qui est assez neuf, assez récent, ce terme d'enfance, et qui bouge énormément avec la création d'un nouvel âge, l'adolescence, et dernièrement la création de nouveaux âges encore, tels que l'adolescent. Vous pouvez aller voir ça sur Internet, vous trouverez des travaux sur cet âge fameux de l'adolescence. Néanmoins, on pourrait retenir 4 moments de basculement entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Charge à vous de retenir le moment que vous considérez comme étant le plus pertinent. Je vous mets sur cette diapo en plus gros et en plus gras le moment que je considérais comme le plus pertinent et le plus simple à retenir, c'est-à-dire l'âge de 18 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, c'est l'âge de la majorité, et c'est à ce moment-là que vous obtenez de nouveaux droits et que vous pouvez acquérir davantage d'indépendance. Donc c'est à la majorité qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit de passer le permis de conduire, que théoriquement on a le droit de réaliser des paris sportifs par exemple, n'est-ce pas? C'est aussi à cet âge-là où normalement on a l'autorisation par la loi d'aller acheter un paquet de cigarettes au bureau de tabac. C'est aussi à cet âge-là où on a le droit de consommer de l'alcool, théoriquement bien entendu. Donc on peut considérer cet âge de 18 ans comme étant un âge charnière entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. D'autres possibilités vous sont offertes. On peut considérer que c'est au moment où vous entrez pleinement dans la vie active, c'est-à-dire le moment où l'individu obtient son premier emploi stable, c'est-à-dire son premier véritable emploi. On ne prend pas en considération les petits jobs saisonniers que vous allez peut-être avoir pour certains dès cet été dans les vignes par exemple, ou pour d'autres plus tard en classe de première, voire en classe de terminale. Donc là il s'agit du premier emploi stable et fixe. Voilà. Ensuite, on peut considérer que la socialisation primaire s'arrête au moment où l'individu devient parent.
mais là on se heurte à une difficulté, c'est que tout le monde ne devient pas parent dans sa vie, et certains de vos camarades ont aussi proposé le passage du collège au lycée, euh, un moment auquel je n'avais pas pensé moi, d'abord en construisant ce cours, mais je me suis laissé convaincre par leurs arguments, où ils m'expliquaient qu'entre le passage du collège et du lycée, ils avaient obtenu un certain nombre de droits nouveaux. C'est aussi le moment en fin de quatrième, tout au long de la troisième, où vos parents relâchent un petit peu la bride de l'autorité, et aussi vous obtenez de nouveaux droits, notamment le droit de conduire un véhicule 50 cm3, un scooter ou petite moto à vitesse, qui vous donne davantage d'autonomie et d'indépendance. Donc sur ces quatre âges possibles-là, vous pouvez retenir celui que vous préférez. Moi j'ai une légère préférence pour 18 ans ou pour la pleine entrée dans la vie active, mais après je vous laisse assez libre, vous pouvez retenir les quatre si vous avez envie de retenir les quatre, bien entendu. Euh, la question 3. Le moment de la socialisation primaire est assuré principalement par deux institutions fortes que sont la famille et l'école, et la socialisation secondaire est assurée d'abord par le travail et ensuite par l'institution qu'on appelle couple, hein, et que vous connaissez. La question 4, vous demandez sur la base de tout ce que l'on avait pu faire sur le document 2 et le document 3, de rédiger une définition de socialisation complète. Je vous fais grâce de ce travail-là et je vous propose une définition assez complète qui s'affiche. Et la socialisation, c'est donc un processus qui permet à un individu tout au long de sa vie d'acquérir, notamment par le contact avec autrui, les normes et les valeurs nécessaires à sa bonne intégration dans la société, mais aussi les manières d'agir, de réagir, de penser conformes à sa société. L'objectif d'une socialisation, c'est de permettre à l'individu de vivre en harmonie dans sa société, et ça c'est un élément fort de la définition. Ce processus débute à la naissance et s'achève à la mort de l'individu, et il est divisé en deux temps distincts et successifs, la socialisation primaire pour les enfants et la socialisation secondaire pour les adultes. Ensuite, on continue ce cours avec un point court, histoire un petit peu aussi de vous décharger de la lecture de documents, sur quels sont les modes de la socialisation, c'est-à-dire comment on peut permettre cette transmission et cette acquisition des normes et des valeurs, comment cela se fait. Eh bien, il y a trois manières, même si sur ces trois manières, il y en a deux qui sont très fortes et qui ont fait l'objet de gros travaux en sociologie. On a d'abord des sociologues qui ont considéré que la socialisation se faisait par injonction. La socialisation par injonction, c'est toute la transmission de normes et de valeurs qui se fait notamment par l'ordre. C'est-à-dire quand vos parents vous disent « fais pas ci, fais pas ça, range ta chambre, viens à table, mange, arrête de manger, parle, arrête de parler, sors de ta chambre, file dans ta chambre. » Vous voyez, donc tout ça, ce sont des ordres qui des fois peuvent être contradictoires. J'ai fait exprès d'en choisir des contradictoires. Des ordres que vous avez déjà sans doute dû entendre, écouter, appliquer. J'espère pour vous que vous les avez appliqués. Et donc, beaucoup de sociologues, comme Émile Durkheim, l'inventeur de la sociologie, considèrent que la socialisation se fait par injonction. Puis il a fallu des travaux de sociologues bien après Durkheim pour montrer que oui, il y a de la socialisation par injonction, mais il y a aussi de la socialisation par interaction. C'est la socialisation qui se base moins sur les ordres, mais davantage sur le dialogue et sur une position plus active de l'enfant dans sa socialisation. On n'a plus un individu qui donne un ordre à un autre, on a deux individus qui n'en sont pas au même stade de la socialisation, un adulte et un enfant, mais qui vont davantage discuter et tester des comportements et des réactions. Donc vous avez sur la partie gauche du diapo un exemple de ce que peut être l'interaction. Là vous avez un petit garçon qui a testé un comportement, il s'est dessiné dessus et sa maman, là en l'occurrence, réagit en lui montrant que ce comportement-là n'est pas conforme à ce qu'il doit faire. Alors pourquoi ce moment d'interaction est essentiel ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout baser sur l'injonction et on ne peut pas envisager une socialisation qui ne passerait que par les ordres. Il est inenvisageable par exemple qu'un jour on vous fasse asseoir sur une chaise et qu'on vous dise voilà la liste de tout ce que tu as le droit de faire et le droit de ne pas faire.
c'est impossible à envisager, c'est impossible à mettre en œuvre, ce serait beaucoup trop long, et dans tous les cas, on oublierait des situations potentielles. Donc il y a nécessairement un temps où l'enfant, notamment, va tester son comportement et va adapter son comportement aux réactions de l'autre. Donc là, l'enfant a testé, est-ce que j'ai le droit de me dessiner dessus? On m'a jamais dit oui, on m'a jamais dit non. Ben, je le tente. Si maman et papa réagissent bien, ben, ça veut dire que j'ai le droit de le faire. S'ils ne réagissent pas bien, ça veut dire que je n'ai pas le droit de le faire. On l'a tous tenté, hein. C'est toutes les fois où, au moment de notre bain, on a pété un câble, on s'est levé, on s'est jeté dans l'eau, ça a éclaboussé maman, ça a éclaboussé papa. Soit ça les a fait rire et on a recommencé, soit ça ne les a pas fait rire, on s'est fait enguirlander, et dans ce cas-là, on n'a plus jamais recommencé. Donc socialisation par injonction, c'est les ordres, par interaction, c'est par le dialogue et par le test, hein. Je teste un comportement et je vois la réaction et je m'adapte à la réaction des autres. Et un dernier mode de socialisation, celui-ci je ne l'ai pas mis en gras, parce que c'est des travaux un peu plus récents, mais qui semblent aussi tout aussi importants, socialisation par imprégnation et par imitation. C'est-à-dire que l'individu se socialise en copiant les autres. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple d'une maman qui dit au téléphone « non, tu rigoles » et de la petite fille qui reproduit ce comportement-là avec un faux téléphone et qui répète exactement ce que dit sa maman. C'est un mode de socialisation qui me paraît essentiel et qui permet à l'individu d'intérioriser ses comportements, les différents comportements qu'il est possible d'avoir. Alors je précise que ces trois manières, l'injonction, l'interaction et l'imitation, ne sont pas exclusives, hein. C'est-à-dire que c'est pas soit l'un ou soit l'autre ou soit encore l'autre, mais qu'elles sont cumulatives, que les trois sont réalisés à chaque fois. Et que ces trois modes-là doivent être utilisés conjointement, cumulativement, tout simplement pour permettre à l'individu non pas d'apprendre des normes, des valeurs et des manières de se comporter, mais d'intérioriser des normes, des valeurs et des manières de se comporter. C'est plus fort que d'apprendre, intérioriser. Intérioriser, ça veut dire que tout ce que vous recevez, vous l'intégrez à votre personnalité jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ça vous paraît naturel et normal de marcher debout. Ça vous paraît naturel et normal de dire bonjour. Ça vous paraît naturel et normal de manger avec une fourchette, un couteau. Il y a tout un tas de choses qui vous paraissent normales et naturelles parce que vous les avez intériorisées. D'accord ? Et là, si on avait davantage de temps et si j'étais capable de faire des vidéos bien plus longues, je pourrais vous parler de travaux de sociologues qui montrent que cette intériorisation fonctionne notamment avec l'exemple du sportif de haut niveau, du tennisman qui n'est même plus capable d'expliquer pourquoi il a fait tel geste à tel moment. C'est parce qu'il dit, je sais pas, c'est mon instinct qui me l'a dicté, c'est pas son instinct qui l'a dicté, c'est qu'à force de répéter des gestes et des gestes et des gestes à l'entraînement, il est capable naturellement, face à une situation qu'il connaît, de réagir de telle manière et de s'en sortir. Bien, c'est pareil pour un individu au sein de sa société. Il a tellement intériorisé certaines choses qu'il ne se rend même plus compte qu'il réagit de manière socialement située. Donc voilà pour cette belle définition et cette complète définition du terme de socialisation. Maintenant, on va voir que cette socialisation repose sur l'action de différents acteurs, de différentes instances de socialisation qui vont permettre la socialisation de l'individu. Donc le grand B de cette première partie. On avait réalisé ce grand B avec 2 ou 3 de mes classes sur la base d'un exercice. Je leur avais donné des documents qui allaient leur permettre de remplir ce tableau-là. Donc ils étaient en groupe et ils se sont répartis le travail pour répondre à quels sont les effets socialisateurs de la famille, de l'école, du groupe de pairs, des médias et du travail. Là encore, pour vous décharger du boulot, pour ceux qui n'ont pas pu le faire en classe, on va corriger directement cet exercice-là. Mais pareil, je vous transmets tous les documents. Donc la famille est une des instances de socialisation qui intervient d'abord et surtout dans la socialisation primaire de l'individu, mais aussi pourquoi pas dans la socialisation secondaire. Pour socialiser, la famille va s'appuyer sur les 3 modes de socialisation, à savoir d'abord l'injonction, ensuite l'interaction et enfin l'imitation. L'illustration des effets socialisateurs et des apprentissages, ça vos camarades l'ont trouvé dans les documents que je leur avais distribués au moment de la mise en activité en groupe, et on avait pu retenir que la famille
transmettait beaucoup de normes langagières et vestimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la famille qui vous apprend à parler, qui vous apprend à avoir un vocabulaire adéquat et qui surtout vous apprend aussi à vous habiller en fonction des saisons et en fonction de l'endroit où vous vous rendez. D'accord? Vous n'êtes pas habillé de la même manière le dimanche matin à la maison pour traîner sur le canapé que le lundi matin quand vous venez au lycée. Ensuite, sur le document, on pouvait voir qu'il y avait une certaine transmission de comportements déviants, voire délinquants sur la route, par imitation. Un document que vous aurez donc par mail et que vous pourrez consulter, où on voit que lorsque les parents ont tendance à commettre une infraction au code de la route, l'enfant, plus tard, quand lui-même deviendra adulte, a plus de chances de réaliser la même infraction. Pourquoi? Parce qu'il a intériorisé dans son inconscient par exemple, son papa ou sa maman ne respectaient pas le stop, ne s'arrêtaient pas au stop et passaient directement. Eh bien, si papa et maman le faisaient, c'est que c'est quand même ça a une légitimité, hein. Si papa et maman le font, c'est que c'est faisable, donc je vais aussi reproduire ce comportement-là. Ensuite, on avait dit que la famille permettait de transmettre les premiers acquis sociaux, se tenir correctement, la politesse, qu'elle transmettait aussi des centres d'intérêt, des pratiques culturelles et des pratiques sportives, là aussi par imitation, des fois par injonction, mais surtout par imitation, hein. Si le petit garçon veut faire du foot, souvent c'est parce que papa fait aussi du foot. Si on verra plus tard dans le document que quand les parents ont l'habitude de lire, les enfants vont copier cette habitude-là et eux aussi lire. Enfin voilà. Ensuite, la famille peut transmettre tout un tas de valeurs, parmi lesquelles on avait relevé la valeur de respect, la valeur d'honnêteté, la valeur d'assiduité au travail. L'école. L'école, si on envisage l'école comme étant l'institution qui va jusqu'à l'université, on avait considéré que l'école agissait sur la socialisation primaire, bien sûr, et aussi sur la socialisation secondaire, puisque à l'université, vous avez plus de 18 ans et on peut considérer qu'à 18 ans, vous êtes adulte. L'école s'appuie sur l'injonction, l'interaction et l'imitation comme la famille. Et comme la famille, l'école va vous transmettre des normes langagières et vestimentaires, mais cette fois-ci, peut-être un petit peu différente. La norme langagière que vous allez pouvoir avoir à la maison, qui peut passer notamment par le tutoiement, hein. Je pense que 99% d'entre vous qui écoutez cette vidéo tutoient ses parents. Maintenant, vous êtes quasiment aucun à tutoyer vos enseignants, par exemple. Au niveau de la tenue vestimentaire, là, on a globalement une concordance entre l'action de la famille et l'action de l'école. L'école vous apprend aussi et vous transmet des choses importantes comme la gestion de l'espace, du temps et de l'autorité. La gestion de l'espace, ça veut dire que l'école est capable de vous contraindre à rester assis sur une chaise derrière un bureau pendant 55 minutes, puisque c'est la durée d'un cours. Et c'est important que l'école vous permette d'intérioriser ça, d'apprendre à rester dans un espace délimité. La gestion du temps, on vous donne une activité, on vous dit voilà, au bout de 30 minutes, au bout d'une heure, je ramasse la copie, et vous êtes obligé de vous soumettre à cette gestion du temps-là. Et là aussi, c'est quelque chose d'important qui vous servira dans votre vie future, puisque dans vos différents emplois que vous pourrez occuper, vous aurez aussi une gestion du temps à avoir et à appréhender. Et il est essentiel que l'école vous apprenne ça. Et enfin, une gestion de l'autorité, à savoir qu'on vous apprend à accepter un ordre aussi incompréhensible puisse-t-il vous paraître. Il faut que l'école soit capable de vous permettre d'accepter les ordres et d'accepter l'autorité supérieure. J'avais donné un exemple. Dans un des lycées dans lequel je suis, l'an dernier, des élèves avaient trouvé une règle totalement absurde, une règle qui leur imposait de ne pas utiliser un des 3 escaliers du bâtiment permettant de monter aux différents étages du bâtiment. Considérer que c'était totalement absurde, que seuls les personnels de l'établissement et les enseignants aient accès à cet escalier-là, et ils ont essayé de mener un petit putsch pour avoir le droit d'accéder à cet escalier, et malheureusement ils n'ont pas eu gain de cause, et cet escalier est toujours réservé au personnel et aux enseignants du lycée. Donc c'est une note qui peut paraître absurde, mais il est essentiel que vous soyez capable d'intégrer ces ordres-là, là aussi pour vous permettre de pleinement vous intégrer dans votre vie future au travail. Et ensuite on avait relevé que l'école transmettait des valeurs comme l'honnêteté, le respect, le travail, la solidarité, et on se rendait compte que c'était là aussi des valeurs concordantes avec la famille. Ensuite on s'est intéressé au groupe de pairs, et on avait d'abord défini, pour être clair entre nous, ce qu'est un groupe de pairs.
Un groupe de pairs, c'est un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques communes, parmi lesquelles on retrouve un âge, hein. Un groupe de pairs, ce sont des personnes qui ont à 2-3 ans près le même âge, qui ont des centres d'intérêt communs, qui ont des lieux fréquentés en commun aussi. Donc on avait relevé des exemples, ce sont les camarades d'une classe, les équipiers d'une équipe de sport, les amis de la cour de récré. Ça, ce sont des groupes de pairs. Et le groupe de pairs intervient tant dans la socialisation primaire que dans la socialisation secondaire. Si, je vous assure, vos parents ont aussi des amis. Donc ils appartiennent aussi à des groupes de pairs. Euh, le groupe de pairs fonctionne beaucoup sur l'interaction pour permettre la socialisation de l'individu, mais aussi sur l'imitation. On a tendance à reproduire les mêmes comportements que nos amis, et aussi, ça vous surprend pour beaucoup, mais il y a de l'injonction entre vous, vous vous donnez des ordres, hein. Dans toutes vos réactions sociales, on peut imaginer plein de cas différents. Je sais pas, votre ami commence à tisser une relation amoureuse, vous allez lui dire non, non, c'est pas à toi d'envoyer un message, c'est à lui, c'est à elle. Vous voyez, donc vous vous donnez des ordres quand même. Le groupe de pairs va transmettre des normes langagières et vestimentaires, alors là, cette fois-ci, totalement différentes, hein. Vos camarades ont pu travailler sur un document, le document sera donc transmis par mail, hein, je le répète, dans lequel vous allez pouvoir voir qu'il y a ce qu'on appelle une certaine culture enfantine, une culture de l'adolescence, qui repose notamment sur un vocabulaire à part entière. Donc là, c'est tous les mots de jeunes que vous utilisez et que vos parents essaient parfois d'utiliser et deviennent très gênants à leur tour, hein, quand ils essaient d'utiliser le vocabulaire qui vous appartient. Et aussi des normes vestimentaires, où là on peut même, en regardant une cour de récré, par la tenue vestimentaire, reconstituer des groupes d'amis. D'accord ? Le groupe de pairs va aussi vous transmettre des valeurs, notamment des valeurs de solidarité, une solidarité qui peut prendre des formes particulières. On peut mentir pour ses amis, on peut aider à tricher pour ses amis, donc c'est vraiment une solidarité qui peut être déviante. Et aussi une valeur qui est forte avec le groupe de pairs, c'est la valeur de déconne, qui est totalement opposée à la valeur de travail. Donc j'avais pris un exemple assez clair. Imaginez un jour de grève au lycée où il y a peu d'enseignants de la classe qui sont présents ce jour-là. Il n'y en a que deux en fait. Il y a le cours de 9h à 10h où le prof est là, et le cours de 15h à 16h où le prof est là aussi. Si vous respectez ce que vous transmet l'école, vous êtes censé respecter la valeur travail, et donc vous serez là de 9h à 10h pour assister au cours qui est maintenu, et de 15h à 16h pour assister au cours aussi qui est maintenu. Maintenant, votre groupe de pairs, votre groupe d'amis peut vous dire oh, franchement, pour 2 heures de cours, on n'y va pas. Ou un groupe de pairs qui serait un petit peu dans un entre-deux, oh ben viens, on se retrouve à 9h au lycée, on va au cours de 9 à 10, et puis après on va manger en ville, et l'après-midi on verra ce qu'on fera, quoi. Et s'il fait beau, on restera dehors, et puis tant pis pour le cours de 15 à 16. Donc là, on a bien deux instances de socialisation, le groupe de pairs et l'école, qui peuvent envoyer un message socialisateur contradictoire. Et là, vous pouvez être pris entre deux ordres qui sont totalement différents. L'école vous dit viens assister au cours, et le groupe de pairs vous dit non, non, reste avec nous, on va délirer, on va vivre des trucs ensemble. Et du coup, vous devez arbitrer entre quel est l'ordre que je vais devoir respecter, quel est celui qui va me conduire aux plus grandes sanctions. Si je respecte pas ce que me dit l'école, je vais devoir justifier mon absence, et si je suis pas capable de justifier mon absence, je peux m'exposer à des heures de retenue par exemple. Maintenant, si je ne vais pas avec mes amis, je risque une petite exclusion sociale, ils vont vivre des choses ensemble, ils vont délirer ensemble, et moi je vais être un petit peu exclu de ces moments-là, et je vais devoir donc arbitrer entre les potentielles heures de colle ou la potentielle exclusion de mon groupe d'amis. Ensuite, on avait étudié l'effet des médias sur la socialisation, donc comme le cinéma, la littérature, la télévision, Netflix, tout ça. Là aussi, on avait dit que c'était sur les deux, hein. Les médias agissent sur les deux moments de la socialisation primaire et la socialisation secondaire, et que ces médias permettent, pour diffuser cette socialisation, s'appuie principalement sur l'imitation et l'injonction. Il n'y a pas d'interaction possible quand vous regardez un film. On va voir que quand vous regardez un film, vous recevez des normes, vous recevez des valeurs, mais il est quasiment impossible d'interagir avec le film, hein, sauf si vous avez le numéro de Brad Pitt. Mais autrement, c'est très compliqué d'interagir avec le film. Le film peut transmettre des normes langagières et des normes vestimentaires, donc c'est toutes les expressions qui peuvent être popularisées par les médias ou par la télévision. On avait pris des exemples assez célèbres. Je vous renvoie à cette starlette de la télé-réalité qui, fut un temps, avait popularisé une expression que vous connaissez tous, nommée Allo quoi,
où énormément de lycéens de votre âge à l'époque utilisaient cette expression-là par mimétisme, ce qui montre bien qu'il y a une transmission de normes langagières, et là cette fois-ci la norme langagière va s'éloigner énormément des normes langagières diffusées par la famille et diffusées par l'école. Des normes vestimentaires aussi, hein, on pourrait étudier un petit peu les générations de vos parents et l'effet de films comme Grise sur leur tenue vestimentaire et sur l'apparition des vestes en cuir par exemple. Ensuite, on avait vu dans les documents que ces médias vont transformer et diffuser des idéaux. On avait vu dans un des documents un ethnologue et un sociologue qui a montré le poids du cinéma hollywoodien sur la représentation de la beauté féminine. En fait, il a mené une expérience dans 2 villages qui étaient jusqu'alors reculés du monde et qui n'avaient pas accès aux films d'Hollywood. Et il a demandé à chaque homme de ce village quel était son idéal féminin. Et globalement, ce qui ressortait, c'était que les hommes préféraient des femmes avec quelques rondeurs, des formes, voilà. Et sur un des 2 villages, il va tout au long d'une année diffuser régulièrement, leur proposer régulièrement la diffusion de films hollywoodiens. Et à l'autre village, rien, pas de film hollywoodien, il les laisse tels quels. Dans le village qui est resté tel quel, à la fin de l'année, il repose les mêmes questions: quel est votre idéal de beauté féminin? Et là, les hommes n'ont pas bougé d'un iota. L'idéal féminin pour les hommes qui n'ont pas eu accès aux films hollywoodiens, c'est toujours la femme avec quelques rondeurs et des formes. En revanche, pour le village qui a eu accès aux films hollywoodiens, l'idéal de beauté féminin a été transformé, selon les résultats de l'enquête menée par cet ethnologue. Et là, les hommes qui autrefois déclaraient préférer les femmes avec des rondeurs, cette fois-ci préfèrent les femmes plutôt grandes, élancées et assez minces. Donc on a les travaux de cet ethnologue qui nous montrent que les médias peuvent transformer nos idéaux. On avait aussi un autre document qui montrait que les lecteurs d'Harry Potter étaient globalement plus réceptifs à la tolérance que les non-lecteurs d'Harry Potter. Donc là c'est pareil, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller lire ces documents-là. Dans un autre document, on montrait que les médias, notamment les films, permettaient de transmettre des manières de se comporter différentes, notamment en prenant l'exemple des relations amoureuses et de la gestion des relations amoureuses, la gestion de la jalousie, la gestion de la tromperie, qui sont des thèmes récurrents dans le cinéma, notamment dans le cinéma américain et dans le cinéma français, et que certains travaux de sociologues ont montré que ces films-là ont permis de transmettre des manières de réagir à ces situations-là. Enfin, dernière instance de socialisation qu'on avait étudiée, le travail. Cette fois-ci n'intervient que lors de la socialisation secondaire, puisque le travail ne considère que l'adulte. Et le travail va reposer sur l'injonction, l'imitation et l'interaction. Le travail va transmettre des normes vestimentaires et langagières. Donc là, j'avais pris comme exemple dans les classes, je leur avais montré que peu d'entre nous dans la classe étaient suffisamment bien habillés pour avoir un travail et être au travail, que vous étiez suffisamment bien habillés pour être au lycée, mais pas pour avoir un travail. Et la norme langagière, là, chaque métier a son vocabulaire, on n'a pas le même vocabulaire à utiliser lorsque l'on est boucher ou lorsque l'on est avocat, c'est pas du tout le même corps de métier, donc le vocabulaire associé doit être aussi appris par l'individu. Le travail va diffuser des valeurs fortes, hein, comme le travail, le respect, l'honnêteté, et des valeurs que l'on retrouve concordantes avec l'école et la famille. Et il va transmettre aussi des normes comportementales. Là, je vous renvoie au document qu'il fallait étudier pour répondre à cet exercice, où on avait l'exemple d'un témoignage d'une hôtesse de l'air qui prétendait que ses patrons lui imposaient des lectures, que ses patrons, en tout cas ses supérieurs hiérarchiques, lui imposaient un maquillage particulier, lui imposaient une attitude particulière vis-à-vis des clients, afin de bien exercer son job d'hôtesse de l'air. Alors à côté de ces différentes instances, hein, famille, école, médias, groupe de pairs, travail, on aurait pu aussi citer le club de sport comme étant une instance de socialisation, la religion, les syndicats, les associations, les partis politiques comme instance de socialisation. Et pour ceux qui auront la chance de poursuivre les SES l'année prochaine, on revient sur cette notion de socialisation, on va un peu plus loin, même bien plus loin sur cette notion de socialisation, et vous aurez alors l'occasion de revoir un petit peu les différents travaux de ces instances de socialisation et d'approfondir sur le club de sport, la religion, les syndicats, les associations et les partis politiques. Alors ensuite, la question 2 vous demandez de définir ce qu'est une instance de socialisation. Vous la trouvez sur cette diapo. Donc c'est un agent
un acteur qui a pour rôle de socialiser les individus. Ils ont la charge de transmettre les normes et les valeurs, les manières de penser et d'agir aux individus pour qu'ils puissent s'intégrer pleinement à la société. La question 3 est à faire à la maison et ça pour tout le monde. Vous me rendrez votre travail soit par email, soit par UNT ou encore on verra sur Discord. Et là, l'objectif de cette question 3, hein, que vous pouvez retrouver un peu plus haut, c'est de montrer que certaines instances de socialisation peuvent avoir des effets contradictoires. Vous pouvez le sentir à la fois dans la lecture des documents, dans la lecture de ce tableau et dans ce que vous avez pu écouter de moi jusque-là, que certaines instances peuvent envoyer des messages sociaux contradictoires à l'individu qui va l'obliger à arbitrer entre respecter l'une ou l'autre des deux instances de socialisation. Ce que je vous demande, c'est de choisir deux instances qui, pour vous, peuvent envoyer des messages sociaux contradictoires. Vous en choisissez deux, vous me dites, voilà, telle instance et telle instance, pour moi, envoie des messages sociaux contradictoires. Par exemple, ce message-là, et vous m'expliquez comment, par exemple, me dire, l'école et le groupe de pairs n'envoient pas du tout le même message social concernant la tenue vestimentaire. Et donc là, vous m'expliquez ce que vous voulez me dire et vous m'illustrez. Vous me dites le groupe de pairs va inciter à tel habit alors que l'école, voilà. Donc je veux une rédaction, ça ne va pas non plus vous prendre 50 lignes. Je pense qu'en 10 lignes, c'est faisable, où vous m'affirmez quelque chose. Deux instances ont un message social contradictoire. Vous me l'expliquez et vous me l'illustrez. Ok ? Donc en bilan de cette partie 1 et en transition vers la partie 2, donc on vient de terminer cette partie 1 où on vient de montrer que la notion de socialisation a une définition qui lui est propre et qu'on peut retenir que c'est un processus qui permet la bonne intégration de l'individu. La socialisation se veut universelle. En effet, pour que chacun puisse s'intégrer pleinement à la société comme tous les autres avant lui et comme tous les autres en même temps que lui, il faut qu'il ou elle reçoive les mêmes normes, les mêmes valeurs ou encore les mêmes manières de penser, d'agir et de réagir. Si on ne transmet pas les mêmes normes et les mêmes valeurs, les mêmes manières de penser, les mêmes manières de réagir, alors l'individu ne pourra pas pleinement s'intégrer à sa société. Il faut absolument que cette socialisation soit universelle pour tous. Pourtant, on a pu commencer à voir des limites de cette universalité, notamment en montrant que certaines instances de socialisation peuvent se contredire. Mais là, dans la partie 2, on va voir davantage encore de limites à cette universalité de la socialisation, en montrant que cette socialisation peut être différente selon le genre ou selon le milieu social de l'individu. Donc la deuxième partie, la socialisation, un processus universel pour tous, point d'interrogation, c'est la question que l'on va se poser et on va y répondre en deux temps. On va d'abord montrer dans un grand A que non, hein, le genre est un critère de différenciation de la socialisation et dans le grand B, nous verrons que le milieu social peut être source de différenciation dans la socialisation. Donc d'abord, la socialisation genrée, là je vous mets le document que vous pourrez retrouver en pièce jointe dans l'email que je vous enverrai, qui montre la réalité de cette socialisation genrée. Mais avant de commencer l'étude de ce document et l'étude de cette expression, il nous faut faire un point court pour que vous soyez bien armés théoriquement pour répondre à tout ça. Qu'est-ce que le genre? Le genre est à distinguer du sexe. Le sexe, c'est une réalité biologique qui nous permet de distinguer entre nous biologiquement. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a le sexe masculin, le sexe féminin, que l'on peut repérer par des différences biologiques. Là, je vous renvoie à vos cours d'anatomie en SVT. Le genre, en revanche, est une construction sociale qui va reposer sur l'attribution à chaque sexe de rôles et d'attendus sociaux différents. La construction être une femme est une construction sociale, tout comme être un homme est une construction sociale. Et c'est une construction sociale qui va être différente d'un pays à un autre potentiellement. D'accord ? Que signifie alors l'expression une socialisation genrée? La socialisation genrée, c'est le fait de transmettre des normes et des valeurs différentes en fonction du sexe de l'enfant, de lui transmettre des attentes différentes en fonction de son sexe, et de lui transmettre des rôles sociaux actuels et futurs différents en fonction de son sexe. Donc on ne va pas transmettre les mêmes normes, les mêmes valeurs, du moins pas tout à fait, à un enfant petit garçon ou à une fille petite, ou à un enfant petite fille, pardon. On peut dire aussi que cette socialisation genrée repose sur la transmission de stéréotypes, c'est-à-dire d'images que l'on se fait de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. Et donc en fonction de ce stéréotype, on va socialiser de manière différente un petit garçon et une petite fille.
Donc sur ce document, je vous demande de répondre à ces questions-là. Première question, relever dans ce texte les domaines où les pratiques éducatives et socialisatrices des parents sont différentes selon le sexe de l'enfant. Je veux que vous me trouviez des exemples pour chacun d'eux. Donc là, c'est dans la première partie du texte, je vous guide un petit peu. Question 3, le texte évoque d'abord une transmission par injonction. Est-ce le seul mode de socialisation qui permet de différencier la socialisation de la petite fille de celle du petit garçon? Là, c'est une question de réflexion où il faut vous baser un petit peu sur les acquis de la première partie pour pouvoir bien répondre à cette question-là. La question 4, quelles semblent être les conséquences sur la vie de l'individu une fois adulte de cette différenciation de la socialisation à l'âge enfant? Là, c'est plutôt vers la fin du texte que vous trouverez la réponse. Et enfin, une question là encore de réflexion, la question 5, quels autres marqueurs visibles de cette différenciation non révélés dans ce texte pourriez-vous citer? Ici, on vous parle donc d'une socialisation différenciée dans différents domaines. Tous les domaines de socialisation de l'enfant ne sont pas évoqués, et il en existe où, je pense, vous êtes capable de voir des différences entre une petite fille et un petit garçon. D'accord? Donc je vous demande de répondre à ces questions. Faites-le au crayon papier ou au stylo dans votre prise de notes partie court directement, et on procédera à la correction lors d'un temps d'échange entre nous sur les différents outils mis à notre disposition pour réaliser des classes virtuelles. D'accord? Là encore, pas de panique. Dans un premier temps, finissez cette vidéo et ensuite je vous expliquerai où et comment et quand on se retrouvera pour réaliser ce temps d'échange. Ensuite, on va s'attacher à montrer maintenant que la socialisation est différente selon le milieu social d'origine. Alors là encore, avant de commencer l'étude d'un document, il faut que l'on se mette d'accord sur ce qu'est un milieu social, sur ce qu'est le milieu social. Donc un deuxième point court pour ce grand 2. Qu'est-ce que le milieu social? Le milieu social, c'est l'environnement social dans lequel évolue un individu. Et là, vous allez me dire, super, il ne nous avance pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je détaille par la suite. On parle de milieu social d'appartenance, et ce milieu social repose sur une hiérarchie. On peut retenir deux grandes manières d'envisager l'environnement social. Il y a le classement des PCS, qui est assez complexe mais très utile. Le classement des PCS est une grille, une nomenclature qui a été réalisée par l'INSEE. L'INSEE, c'est un institut qu'on a déjà vu ensemble dans l'année, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui va classer des individus selon différents critères, donc uniquement les individus adultes là. D'abord, il va s'attacher à savoir si les individus sont actifs ou inactifs. Si l'individu est actif, vous avez la nomenclature à droite de la diapo. Si l'individu est considéré comme étant actif, il va être classé dans les groupes de 1 à 6. Les groupes inactifs, c'est les groupes 7 et 8. 7, ce sont les retraités, et 8, ce sont les autres inactifs. Et je vous ai mis que les autres inactifs, ce sont notamment les chômeurs qui n'ont jamais travaillé. Attention, on parle bien de chômeurs qui n'ont jamais travaillé. On verra tout à l'heure que par exemple, un aide-soignant qui se retrouve au chômage ou un équipier polyvalent de la restauration rapide qui a travaillé 3 ans chez McDo et qui se retrouve au chômage ne va pas chez les inactifs. Un chômeur reste un actif, ça on le verra dans un chapitre d'économie plus tard, la distinction entre actif, inactif et chômeur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question lors de nos temps de classe virtuelle. Je me ferai un plaisir de vous expliquer. Là, pour les besoins de raccourcir un petit peu la vidéo, j'accélère un petit peu. Ensuite, l'INSEE va se demander si la personne, une fois qu'elle est active, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comment la classer dans 1, 2, 3, 4, 5, 6? D'abord, est-ce que c'est un salarié ou est-ce que c'est un indépendant? Si c'est un indépendant, l'individu sera classé soit dans le groupe 1, agriculteur exploitant, soit dans le groupe 2, artisan commerçant chef d'entreprise. Si c'est dans un salarié, ce sera 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va s'interroger sur le secteur d'activité. Est-ce que c'est le secteur primaire, l'agriculture, secondaire, l'industrie, ou tertiaire, les services? Par exemple, un ouvrier dans une usine sera classé dans le groupe 6 parce que c'est le secteur secondaire et que le groupe 6 correspond aux emplois du secteur secondaire. Les secteurs tertiaires sont représentés dans le groupe notamment 5, le groupe des employés. Puis vient le niveau de qualification, le niveau de rémunération et le niveau hiérarchique de l'entreprise, où là vous pouvez voir, donc pour les actifs salariés, 3, 4, 5 et 6, comment on intègre le groupe 3, c'est-à-dire le groupe des cadres, le groupe profession intermédiaire, le groupe employé. Eh bien, par exemple, si on prend le domaine médical, un médecin à l'hôpital est un cadre de la fonction publique, un cadre de la santé publique. L'infirmier est une profession intermédiaire parce qu'il a un niveau de qualification inférieur au médecin, un niveau de rémunération inférieur au médecin, et il reçoit des ordres de ce médecin. Donc le médecin est un cadre, l'infirmier
est une profession intermédiaire et l'aide-soignant est un employé parce que l'aide-soignant a un niveau de qualification inférieur à celui de l'infirmier et un niveau de rémunération aussi inférieur au niveau de l'infirmier. Donc la nomenclature des PCS nous permet d'établir une certaine hiérarchie sociale, en haut de laquelle on va retrouver chez les salariés du moins les cadres, un petit peu en dessous les professions intermédiaires et un petit peu en dessous soit les employés soit les ouvriers selon que l'on soit dans le secteur secondaire ou dans le secteur tertiaire. Cette grille est intéressante parce qu'elle est relativement objective et se base sur des critères objectifs. Néanmoins, on a des sociologues qui ont mené des travaux sur la hiérarchie sociale et qui proposent différentes hiérarchies sociales possibles. Je vous en propose deux, les deux plus simplifiées. Une simplifiée à 3 niveaux, où certains sociologues vont parler de classe populaire, de classe moyenne et de classe aisée, et ils vont regrouper les individus dans chacune de ces 3 classes, notamment en fonction du niveau de revenu des individus. D'autres sociologues vont même jusqu'à polariser la hiérarchie sociale, c'est-à-dire la scinder en 2 groupes, la classe populaire et la classe aisée, et là c'est de manière à proposer une vision très simplifiée de la société pour rendre leurs travaux intelligibles. Et là, on précise maintenant que un individu peut naître dans un milieu social, c'est-à-dire qu'il peut être l'enfant d'une mère vendeuse dans un grand magasin et d'un père ouvrier dans l'usine Renault du coin. Donc il va appartenir à une classe qui va être considérée comme classe populaire, voire classe moyenne, mais au cours de sa vie, il pourra changer de classe sociale si jamais il parvient à connaître ce que l'on appelle une mobilité sociale. On a des sociologues qui vont montrer l'influence du milieu social sur la socialisation de l'individu, de montrer que on n'est pas socialisé de la même manière si l'on est un enfant né dans la classe populaire, dans la classe moyenne ou dans la classe aisée. On va s'appuyer principalement sur les travaux de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français du XXe siècle. Il est mort au tout début du XXIe siècle, 1930-2002. Les dates de vie sont purement indicatives, vous ne devez pas les retenir. Mais retenir que Pierre Bourdieu est un sociologue français qui s'est intéressé donc, à l'influence du milieu social sur la socialisation de l'individu. Et il va montrer donc, que la famille, au moment de socialiser l'individu, va lui transmettre 2 choses. D'abord, elle va lui transmettre un stock de capital qui va être différent en fonction du milieu social de la famille. Un capital qui va prendre plusieurs formes. D'abord, le capital économique. Donc, la famille va transmettre à l'enfant des potentialités économiques, notamment pour assurer sa réussite scolaire. Lorsque l'on est un enfant né dans une famille aisée, Pierre Bourdieu montre que les parents sont capables de mobiliser des ressources économiques pour permettre d'accéder à des cours particuliers qui vont permettre à l'enfant de mieux réussir à l'école. Ce qui ne va pas être le cas, ou ce qui va être bien plus difficile pour une famille populaire, de mobiliser du capital économique, de mobiliser des ressources financières et monétaires pour permettre d'accéder aux cours particuliers et pour permettre à l'enfant de passer au-dessus de ses difficultés scolaires. Pierre Bourdieu montre aussi que, à côté de ce capital économique, la famille transmet aussi ce que l'on appelle un capital culturel. Là, c'est-à-dire que la famille transmet un stock de connaissances et de compétences propres à chaque famille, et qu'elle va le transmettre à l'enfant. Il montre que chaque famille transmet un capital culturel propre, et que les catégories aisées se caractérisent par un capital culturel qui leur est propre, que les familles populaires ont un capital culturel qui leur est aussi propre. Pierre Bourdieu, attention, ne cherche pas à différencier pour différencier, et ne cherche pas à dire que le capital culturel des familles aisées est nécessairement supérieur à celui des familles populaires. Ce qu'il remarque en revanche, c'est une certaine connivence, une certaine concordance, une certaine correspondance entre le capital culturel diffusé par les familles aisées et le capital culturel valorisé à l'école. Alors il explique de manière différente, je pourrais vous le dire au moment des classes virtuelles, ou alors vous pourrez le découvrir si vous poursuivez les SES en classe de première et en classe de terminale, mais il montre qu'il y a une certaine concordance entre le capital culturel des familles aisées et le capital culturel de l'école. Ce qui explique donc pour lui le fait que si des enfants nés dans le milieu populaire réussissent moins bien, et les statistiques le prouvent, les statistiques sont avec lui, là encore il n'est pas là pour critiquer ça, juste pour expliquer pourquoi ce fait-là se réalise dans les statistiques, et bien selon lui, si les enfants de catégorie populaire réussissent moins bien, c'est parce qu'ils n'ont pas accès dans leur famille au capital culturel valorisé par l'école.
d'accord? Mais il n'est pas là, encore une fois, pour critiquer le capital culturel des familles populaires. Enfin, il montre que les familles vont transmettre aussi un capital social. Par capital social, il entend ici l'ensemble des relations, des connaissances que des parents peuvent mobiliser pour assurer la réussite sociale de leur enfant. Donc c'est ce que nous on appelle plus crûment le piston, c'est-à-dire les connaissances que vos parents peuvent avoir par exemple pour vous obtenir un job d'été, pour vous obtenir un stage de fin d'année, pour vous obtenir un entretien dans une superbe école. Donc là le capital social, il montre encore une fois que les familles aisées sont davantage dotées en capital social qui va permettre la réussite sociale de l'enfant que les familles populaires. Euh, il va montrer aussi, la deuxième chose, que la famille transmet des manières de penser, des manières d'agir, des manières de parler, des manières de se tenir, mais aussi encore des manières de manger qui vont être socialement situées. C'est-à-dire que l'on n'apprend pas à penser, à agir, à parler, à se tenir, à manger de la même manière dans les familles aisées et dans les familles populaires. Là encore une fois, il ne cherche pas à dresser une hiérarchie dans ces manières-là. Il montre juste des différences dans ces deux catégories sociales-là. Il montre que les familles aisées, les classes aisées vont cultiver un certain élitisme social dans leurs pratiques culturelles, dans leurs pratiques sportives, dans leurs pratiques alimentaires, de manière à bien se différencier du reste de la population. Il a notamment étudié comment les classes aisées se distinguaient par la pratique du sport. Alors à son époque, par exemple, un des sports qui était, son époque d'études, c'est les années 70-80, un des sports qui était principalement pratiqué par l'élite sociale, c'était le tennis, qui était un sport réservé à une certaine bourgeoisie. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Il y a un glissement des pratiques culturelles des classes aisées parce que, notamment, le tennis c'est légèrement démocratisé, c'est légèrement massifié. Du coup, les plus riches de notre population se sont dirigés vers d'autres sports comme le golf, comme le parapente, qui deviennent des sports d'élite. Et à l'inverse, on a des pratiques culturelles, des pratiques sportives, des pratiques alimentaires qui sont davantage socialement situées dans les familles populaires. Donc, il remarque que le football, la pétanque sont des sports davantage issus des classes populaires. Il montre aussi donc les manières de parler, de se tenir, euh, de tenir son corps sont socialement situées. On apprend, il constate que les familles aisées apprennent à leurs enfants à se tenir bien droit et à avoir un vocabulaire particulièrement soutenu et développé et riche, ce qui est moins le cas dans les familles populaires. Enfin, il montre aussi des différences dans les pratiques alimentaires où on a un souci dans les familles aisées de manger très équilibré, de manger de manière très diversifiée, dans des quantités assez restreintes et des produits de très grande qualité, là encore une fois, pour bien se distinguer socialement. Le moment du repas dans les classes populaires est selon lui davantage associé à la notion de plaisir et de convivialité davantage que des notions de diététisme et de variété des produits. Les familles populaires font du moment de repas donc un élément essentiel de la convivialité et donc le rite même du repas est différent, où on peut avoir un service à table différent dans les familles aisées ou dans les familles populaires où manger avec la fourchette, le couteau ou manger avec les doigts sont des choses que l'on peut faire dans certaines familles et pas dans d'autres. Alors attention, on ne simplifie pas non plus à l'extrême sa vision. Il ne dit pas que les familles populaires sont des familles de gros porquis qui mangent tout le temps avec les doigts, c'est absolument pas ce qu'il dit. Mais il dit qu'il y a une certaine tolérance à certaines pratiques alimentaires dans les familles populaires qui n'existent pas dans les familles aisées. Et encore une fois, je reprécise qu'il ne cherche pas à faire de hiérarchie entre les classes populaires et les classes aisées, il cherche à expliquer des différences de socialisation et de transmission de pratiques sociales. Justement, un document qui va vous emmener à réfléchir sur cette différence de pratiques sociales. Alors, je préviens tout de suite, le document est dur. C'est des pourcentages. On parle de CSP. Alors, CSP, moi j'ai utilisé le mot PCS, mais c'est la même chose. Vous avez des clés de lecture en dessous du document. Prenez le temps de bien lire ce document.
et prenez le temps de bien répondre à ces questions. Vous risquez de bugger, c'est pas grave, c'est pas très grave, on en reparlera pendant nos temps d'échange, mais prenez quand même la peine de bien réfléchir à ces questions-là. Donc il faut repérer le profil type, là il est écrit assez en gros à chaque fois le profil type du non-lecteur et du grand lecteur, montrer qu'il existe un lien entre l'appartenance sociale de l'enfant et sa pratique de lecture, expliquer ce lien en utilisant la vision de Pierre Bourdieu que je viens de développer. Donc montrer que par exemple la pratique culturelle de lecture peut dépendre du capital économique, du capital social, ça va être compliqué, mais du capital culturel peut-être, et montrer enfin que ce lien peut être expliqué autrement en question 4. Prenez davantage appui sur le grand B du grand 1 et montrez-moi que peut-être si certains enfants lisent, c'est parce que, plutôt le grand A du grand 1, pardon, c'est parce qu'ils actionnent un mode de socialisation particulier. Voilà. Donc ça en est terminé pour cette très longue vidéo, j'en suis conscient, 1h05 quasiment, il fallait faire le tour de ce chapitre en entier. Donc voilà, réalisez bien le travail sur le document 4 et document 5. On se retrouve donc très bientôt en classe virtuelle, classe par classe. Pas de panique, encore une fois, je vous guiderai pour savoir quand est-ce que l'on se retrouve et où est-ce que l'on se retrouve. Réalisez bien le travail, pensez à m'envoyer votre travail sur la fin du grand B du grand 1 et le reste, document 4 et document 5, vous le faites sur votre partie cours et, euh, et on voit ça ensemble sur la classe inverse, sur la classe virtuelle, pardon. Pour le travail que vous devez m'envoyer, je vous donnerai la date exacte et le moyen de me l'envoyer. Les modalités vous seront précisées dans un mail. Merci beaucoup pour votre attention et donc à très bientôt.